Je suis allée me coucher et le lendemain, impossible de sortir de mon lit. J'étais bloquée, j'arrivais pas, je comprenais pas ce qui m'arrivait. Et on a eu la chance que notre voisine est pédiatre. Donc elle est venue à la maison et elle m'a dit je comprends pas ce que t'as, Louisa, faut que t'ailles aux urgences. Et là a commencé l'histoire. Vendredi soir que t'as eu tes premiers symptômes, on va dire. Et ensuite, vraiment, tu pouvais plus bouger. C'était ça la sensation que t'as eue. C'était très comme si on m'avait mis du scotch un peu sur les muscles. Okay. Et j'avais le bout des doigts, le bout des jambes et des bras avec des fourmillements, c'était vraiment pas agréable. Bienvenue dans Dopamine, le podcast qui invite aussi bien des soignants que des soignés et toute personne qui gravite autour du monde du soin. Je m'appelle Jérémy, je suis infirmier anesthésiste et créateur de la chaîne de vulgarisation médicale Les Minutes de Jérémy. Je suis accompagné de Louis, qui est infirmier en réanimation et créateur lui aussi d'une chaîne de vulgarisation médicale Un homme en blanc. Et on est ravis d'accueillir pour cet épisode Louisa, étudiante en licence de géographie après 4 ans de fac de droit. Elle a 22 ans et à l'âge de 17 ans, elle se retrouve hospitalisée suite à un syndrome de Guillain-Barré. Ce syndrome l'a privé alors de ses fonctions motrices, attaquant son système nerveux jusqu'à la plonger dans un pseudo-coma. Je me suis occupé de Louisa plusieurs jours à l'époque en soins intensifs pédiatriques. Je l'ai vue littéralement renaître de ses cendres, et c'est d'ailleurs le titre de la chronique que je lui ai consacré dans mon livre sorti le 10 octobre, Urgence, le bon geste au bon moment, le phénix qui renaît de ses cendres. On est ravis de t'accueillir, Louisa, dans ce podcast Dopamine. Bienvenue. Merci. Allez, c'est parti. Petit échauffement, ce qu'on va faire pour commencer, ça va être, on va te poser une série de questions assez rapides, des questions pour lesquelles tu ne pourras répondre que oui ou non, vrai ou faux. Parce que c'est Ok. Voilà. Pas ok. Et tout sauf ok. Et après, on en rediscutera après, ça va nous servir à nourrir après nos sujets. Voilà. Ok. Est-ce que ta maladie a changé des choses chez toi ? Oui. Est-ce que ton hospitalisation t'a rapproché de ta famille ? Oui. Est-ce que tu te souviens d'une des premières phrases que tu as prononcées après ton coma ? La première phrase que tu t'es réveillée ? Oui. Ok, on verra. C'est à moi ? Oui. Est-ce qu'aujourd'hui tu repenses encore souvent à cet épisode de ta vie ? Oui. Est-ce que tu en gardes encore des séquelles ? Oui. Est-ce que tu as peur d'une éventuelle rechute ? Oui. Est-ce que tu parles facilement de ce qui s'est passé ou ça garde un secret ? Oui. T'en parles facilement à tes proches, etc. Oui. Ok, très bien. Jérémy, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu invites souvent tes patientes dans les podcasts ? Non, c'est la première, je pense que ce sera la dernière. C'est le seul cas où je ferai ça. Je t'explique un petit peu comment ça se passe pour poser les questions. On va te faire tourner la roue des questions et à chaque logo que tu vas voir, à chaque émoticône, derrière chaque émoticône se cache une question. Rien à voir avec l'émoticône en question. À toi de jouer, t'as plus qu'à appuyer dessus. J'appuie juste sur l'écran. Vas-y. Ouais, ça va tourner et nous on aura un sujet qui correspond. C'est juste pour pimenter un petit peu. Très bien. On va parler directement de ce qui t'a conduit à être hospitalisé dans le service où j'ai travaillé, et c'est-à-dire le syndrome de Guillain-Barré. Est-ce que tu te rappelles comment c'est arrivé les jours précédents ? Ouais. Dis-nous, raconte-nous. Je me souviens du vendredi, j'étais allée au collège avec des copines pour revoir nos professeurs. Et je me souviens que j'avais dit à une copine que je me sentais pas bien. Et je me rappelle, j'avais trébuché dans la cour. Mais j'avais pas prêté attention parce que c'était bizarre, mais bon, je vais pas m'alarmer pour ça. Ensuite, je suis rentrée chez moi et après, je devais aller voir la sophrologue. Et je me sentais vraiment pas bien. Mais pareil, je me suis pas alarmée, j'en ai parlé vite fait à mes parents, mais bon, voilà, c'était pas grave. Je suis allée me coucher et le lendemain, impossible de sortir de mon lit. J'étais bloquée, j'arrivais pas, je comprenais pas ce qui m'arrivait. Et on a eu la chance que notre voisine est pédiatre. Donc elle est venue à la maison et elle m'a dit je comprends pas ce que t'as, Louisa, faut que t'ailles aux urgences. Et là a commencé l'histoire. Parce que du coup, à ce moment-là, donc c'était le vendredi soir, c'est vraiment le vendredi soir que tu as eu tes premiers symptômes, on va dire. Et ensuite, vraiment, tu pouvais plus bouger, c'était ça la sensation que tu as eue. Et tu pouvais encore parler à ce moment-là. Oui. D'accord. Oui. Et c'était vraiment, tu pouvais plus bouger non plus tes mains ou plus du tout, c'était très comme si on m'avait mis du scotch un peu sur les muscles. Ok. Et j'avais le bout des doigts, le bout des jambes et des bras avec des fourmillements, c'était vraiment pas agréable. Le fourmillement, ça c'était ok. Et à cette période de ta vie, tu faisais quoi ? J'étais au lycée. T'étais en quelle classe ? Je devais passer mon bac de français. Ok, donc t'étais en première. Ouais.
J'étais en première et je me rappelle le vendredi et le lundi, je devais passer le bac de français. Ah oui, c'est ça. Donc, je l'ai pas passé. Je me rappelle de ça. Il y avait du stress? Beaucoup de stress? C'est ça? Non, pas particulièrement. franchement, pour un examen, j'étais pas spécialement stressée. Ok. Donc, Ok. Et du coup, t'avais d'autres symptômes? Est-ce que tu te rappelles si t'étais enrhumé ou t'avais un rhume ou rien du tout? Non. Vraiment, avant ce vendredi où t'as trébuché, Ouais, t'avais rien du tout avant? rien. Tout Ok. à fait normal. Parce que c'est vrai que les questions, juste pour comprendre un petit peu, en fait, avec les questions qu'on pose là, c'est parce que souvent, les éléments déclencheurs, c'est ça, c'est une petite virose, c'est associé à un stress, et les deux cumulés, qui crée une charge, qui crée un développement des anticorps, et après, qui peuvent entraîner une PRN, un Guillain-Barré. Et pour expliquer, toi, tu l'expliques comment avec tes mots? J'aimerais bien savoir comment t'expliques le syndrome de Guillain-Barré avec tes mots à toi, de ce que t'en as compris du coup. Et au fur et à mesure, je pense que tu t'es renseigné derrière. Bien évidemment, je pense que Doctissimo a vu une petite recherche de Louisa sur le sujet. Comment tu l'expliques à des personnes de ton entourage qui sont pas du tout dans la santé, par exemple? Que c'est un peu comme si ton corps se battait contre une maladie qui n'existait pas ou qui n'a pas tellement existé. Et que du coup, il se bat contre ton corps. Et la forme, c'est tu t'es paralysé de ton corps et t'es emprisonné à l'intérieur. Ok. C'est vachement intéressant comme truc. Ouais, c'est trop bien comme explication. Ton corps se bat contre un truc qui n'existe pas, donc contre lui-même. Ouais, franchement, du coup, c'est pour ça que je trouvais ça trop intéressant de te demander avant Louis, je vais te laisser la réexpliquer de façon un peu plus. Je te balance la patate chaude. Mais c'est bien, effectivement, que tu as réussi. Au final, c'est la meilleure image possible et je pense que ça parle effectivement à tout le monde qui sont pas dans la santé forcément. Du coup, professeur Louis. Ça, tu me prends de cours parce que ça fait quelques années. J'ai bien révisé. Le syndrome du Guillain-Barré, c'est ça en fait, on en parlait un petit peu tout à l'heure, et c'est vachement bien juste ce que tu disais, c'est qu'effectivement il y a un moment ton corps se met à créer des anticorps, donc des petites protéines qui servent à activer le système immunitaire pour pouvoir détruire ce qui est normalement les corps étrangers, c'est ce qui sert normalement quand on a une infection quelle qu'elle soit, sauf que ce qui se passe c'est que là les anticorps sont orientés contre une partie des nerfs, et c'est ce qu'on appelle la gaine de myéline qui entoure les nerfs périphériques, donc les nerfs qui nous servent à avoir la commande motrice. Donc ton corps détruit en gros ce qui te permet de faire du mouvement, ce qui explique vachement ton exemple avec j'étais scotché où j'avais les fourmis, parce que ça peut atteindre le sensitif aussi. Et du coup, selon la gravité, effectivement, c'est quelque chose qui a plutôt tendance à partir des extrémités. Donc toi, tu parlais des jambes, tu parlais des mains, et qui remonte en centrale. Chez certaines personnes, jusqu'à paralyser même les muscles ventilatoires. Toi, ça a été le cas ou pas? Non, ils m'ont pas intubé, je crois. Non. Et c'est ça quand j'ai raconté, parce qu'avant je me prépare le podcast, j'ai raconté ton histoire du coup à Louis, qui a lui eu plus l'habitude des Guillain-Barré chez des adultes, et qui me disait mais c'est bizarre, tu as continué à respirer et tu n'as effectivement jamais eu besoin d'une assistance ventilatoire parce que au final tu as fait une forme qui était un peu moins grave. Hein, ce qui est bizarre, c'est pas... Enfin, ce que je trouvais bizarre, c'est pas tellement que tu n'as pas eu besoin d'intubation, c'est que ta phase de... En fait, comment ça se passe? C'est que tu as une phase d'aggravation qui est assez rapide, voilà. Une phase qu'on appelle plateau, et la phase plateau, elle peut durer plusieurs jours à plusieurs semaines dans les cas les plus cognés, avant d'avoir une phase de récupération, où globalement la récupération est plutôt pratiquement complète en règle générale. C'est pas tant l'intubation, c'est la phase... ton temps... Heureusement pour toi, tant mieux, je suis très content pour toi. Était relativement court, même si de ton point de vue, ça devait être... L'hospitalisation, ça va être le truc un peu central aussi, mais c'est vrai que ça a été assez rapide pour toi. Ouais, tout le monde me l'a dit. Voilà, oui, c'est vrai que c'est ça qui est... Et déjà... Vas-y. Je voulais juste terminer sur un truc sur le Guillain-Barré. Ce qui est hyper important, c'est qu'on garde 100% de ses capacités cérébrales, en fait. Sauf les personnes qui sont endormies ou quoi, mais les nerfs moteurs, ceux qui te permettent de fonctionner, sont attaqués, mais pas les nerfs cognitifs. Et ni sensitifs, parce que du coup, tu sentais tout ce qu'on te faisait aussi. J'entendais. Ouais. En fait, je reconnaissais les gens, c'est un exemple, je reconnaissais les gens avec leur odeur et leur voix. Okay. Je les voyais pas, mais... Parce que t'arrivais plus, parce que là, tu parles de chez toi quand t'arrivais plus à bien bouger. Ouais. Mais en fait, après, quand tu t'es arrivé aux urgences, t'étais en immobilité complète déjà à ce moment-là. Ils m'avaient mis dans un genre de brancard. J'arrivais difficilement à bouger. Ouais. Pour aller aux toilettes, ça allait, mais on m'aidait quand même. Mais le visage fonctionnait, mais c'est vrai que le reste, c'était un peu compliqué. Et à la fin, toute fin, quand moi je t'ai vu arriver, on en reparlera après dans le service, tu ne pouvais plus du tout bouger, voire même tu bougeais plus les yeux. Oui, je me souviens. En fait, il y a du lundi au vendredi, du dimanche plutôt au vendredi, je me souviens de rien.
Ah oui, donc là, t'avais quand même une perte, Ouais. t'avais une perte complète de sens, etc. Je me souviens de flash quand j'étais rentrée dans l'IRM, parce qu'il y Ouais. avait beaucoup de bruit, je me souviens de ça, Ouais. de la docteure qui me parlait. Mais après, je me souviens vraiment de rien. Très bien. Donc on va revoir aussi parce que là du coup c'est comme tu disais la phase où on s'enfonce, on va reparler après de la phase où plateau et après de la phase où tu remontes et du coup c'est le moment où je pense qu'il faut retourner la roue. Suspense étant à son comble, on tombe sur... Allez, direct, ça tombe parfaitement. Là, Première attends, page. Première page. Alors je t'avais mis une photo mais qui bon. Du coup, c'est un petit peu avancé parce qu'on chante l'étape de ta réussite, mais c'est toi qui m'as envoyé cette photo. Oui. Donc, pour décrire la photo, parce que tout le monde ne verra pas la version filmée, je la montre aussi là parce que c'est aussi intéressant. C'est une photo du coup de toi en train de remarcher dans le service de réanimation et on voit une petite tête avec un masque et c'est moi qui te regarde remarcher. C'est toi qui m'as envoyé cette photo, tu me l'as envoyée il n'y a pas si longtemps que ça. Tu te rappelles de ces moments-là? Ouais. Avec la kiné, ouais. C'est qui avait pris cette photo? Je crois que c'était maman ou papa. Ok. J'ai eu la chance d'avoir les parents tout le temps avec moi. Bon, ta maman, on peut le dire, ta maman est en arrière-plan, vous vous rappelez du coup de cette photo? Elle me dit oui de la tête. Et ouais, donc ça c'était les... Tu te rappelles de la kiné aussi Ouais. du coup? Ouais, c'était la première fois que je remarchais, je crois. C'était ça, c'était les premiers pas que tu faisais. Et ça, tu sais au bout de combien de temps c'était dans ton séjour Une grosse semaine. Ouais, c'est Ouais. ça. Donc on disait que la cinétique... Oui, était ça rapide. colle. Ouais, c'est ça. Ok, et t'en as d'autres des photos comme ça que tu... J'ai la vidéo complète. Ok. Et j'ai tout. Enfin, j'ai pas beaucoup de photos de ce qui s'est passé à Necker. Ouais. Mais maman, elle m'avait pris en photo avec les gros. Tous les. Tous les dispositifs Ouais, que voilà. t'avais, on va reparler après. Toi, tu te rendais compte que tu les avais sur toi, les dispositifs? Au début, quand je voyais pas, je comprenais qu'il se passait quelque chose. J'avais compris que j'étais dans un hôpital et que j'allais rester ici pas mal de temps. Mais c'est quand j'ai ouvert les yeux que j'ai vu que j'étais branchée un peu partout, que j'avais une sonde dans le nez, que je me suis rendu compte qu'il y avait un petit souci quand même. Ah, c'est vrai que ça fait très innocent comme ça de se dire c'est quand tu t'es aperçu de ça. Voilà. Bon, on va en reparler, mais je trouve cette photo elle est incroyable en vrai. J'étais trop content que tu me l'envoies parce que pour le coup j'avais pas j'avais pas forcément gardé de photos dans ce moment-là, donc elle est vraiment chouette. En plus tu l'as imprimée en genre giga grand. donc voilà. Ok, on va reparler du coup. Mais c'est marrant Ça, que tu aies des absences comme ça. Tu penses parce que c'était il y a longtemps? Enfin, il y a longtemps, il n'y a pas si longtemps que ça en plus. Même quand on m'a demandé, quand j'étais au centre de rééducation, je savais qu'il y a une partie de cette semaine où je ne me souviens de rien. Okay. À partir du moment où maman est arrivée le dimanche à l'hôpital, jusqu'au vendredi quand j'étais avec ma tante à l'hôpital, je me souviens de rien. Sauf de l'IRM, mais... D'accord. Ce qui est rigolo, parce que... Enfin, rigolo, non, c'est pas du tout le terme adapté. Mais ce qui est étonnant, parce que c'est pas forcément dans la physiopathologie de la maladie de ça, mais du coup, je pense que ça se trouve, ton cerveau, il a juste choisi d'occulter complètement parce que ça devait pas forcément être agréable. Parce que je pense, et dans mes souvenirs, que les soignants, ils ne savaient pas du tout si tu pouvais entendre ce qui se disait. Donc du coup, c'est bien, t'as occulté toute la partie où tu pouvais en plus pas interagir. Donc voilà. On refait tourner la roue pour ça amener vient. vers le... Hop. Ah, toi, ça avance vite. Hein. Ouais. Là, du coup, on est arrivé au moment de l'hospitalisation, on en a parlé. Donc, tu te souviens, ton premier souvenir, on va dire que c'est l'IRM. Est-ce que tu te souviens de la première séance, on reparlera du traitement, de la première séance de plasmaphéreuse? Non. Pas du tout. Je crois qu'au bout de la troisième, Tu te souviens de la troisième? 3 ou 4e, je Ok. me souviens. Alors que pourtant, t'as recommencé à parler avant, je crois. Ah ouais? Ouais. De mémoire, t'as reparlé vers la deuxième, un truc comme ça. Donc, je me rappelle plus. donc on va reparler des premiers mots que t'as dit. Voilà, mais donc tu te rappelles pas du tout de la mise en place. Enfin, tu t'es réveillé et t'avais le cathéter de dialyse. Et est-ce que tu peux, moi je sais pas très bien expliquer le plasma. Déjà avec tes mots si tu veux. Ah oui. Qu'est-ce qu'on t'en a dit? Toi, Qu'est-ce qu'on t'a fait? C'est quoi la plasmaphéreuse? Alors de ce que j'en ai compris, c'est quand on filtre le sang et Ouais. qu'on enlève c'est des globules blanches ou les trucs blancs qu'il y a dans le sang.
Ouais. En tout cas, ce qui attaque, ce qui est méchant dans mon corps, Les leucocytes, ouais. pour le remplacer par des tout neufs, tout gentils. J'adore cette vision-là. En fait, je ne veux me mettre qu'à parler comme ça en vulgarisation, c'est trop bien. Bah, en vrai, c'est relativement clair. Il n'y a Bah, pas grand-chose à ajouter. Hein. On vient trier en fait dans le sang, c'est ça. On te laisse tout ce qui est les globules rouges, tout ce qui est... On prend ton sang, on le centrifuge, on te laisse tout ce qui est... Quand on fait ça, on voit il y a une partie rouge, une partie blanche, enfin jaune. Dans cette partie jaune, effectivement, il y a tous les anticorps qui, eux, vont être évacués, vont être dégagés parce que c'est ça qui fait du mal, en fait. C'est ça qui crée la maladie, qui crée les troubles nerveux, une partie des globules blancs. Et en fait, on vient remplacer par du plasma tout neuf. Le plasma, c'est quoi ? C'est effectivement 2 nouveaux anticorps qui ne sont pas les tiens, c'est fait par lors du don du sang. Ça permet de remplacer le volume parce qu'on t'en enlève une belle quantité quand même. J'ai plus les trucs en tête, mais je crois qu'on a pas loin d'un litre. J'ai des photos avec les poches remplies. C'est vrai. Ouais. On va en mettre aussi pour illustrer. Et donc il faut compléter, mais en fait c'est ça, en fait. C'est un peu ce que tu disais. On vient retirer une partie de ton système immunitaire actif, attention, pas celui de veille, pour en mettre du tout neuf. C'est exactement ce que tu disais finalement. C'est pour trier les méchants globules rouges. Et pas globules rouges, globules blancs du coup, pour effectivement éviter qu'ils attaquent ta fameuse gaine de myéline et que ça se reconstitue. Et dans ces cas-là, en fait, c'est le traitement qui est indiqué pour les Guillain-Barré qui peut être rapide, plus ou moins rapide. Et toi, en l'occurrence, ça a été extrêmement rapide pour le coup. Enfin, je crois que de mémoire, toutes les équipes étaient vraiment surprises que tu as une courbe de progression qui soit aussi rapide. Du coup, c'est transcendant comme pour cette pathologie-là, les plasmaphéreses, c'est on-off, quoi. Parce qu'en fait, il y a eu toute la phase dans la première semaine. Pourquoi il y a eu une semaine ? C'est qu'il a fallu chercher ce que tu avais. Et au début, parce que là, on dit oui, tu avais un Guillain-Barré, mais en fait, la recherche, elle a pris du temps. Parce qu'au début, ils savaient pas du tout. Je me rappelle de cette phase où on savait pas. Et genre vraiment on se demandait, enfin tu vois c'est même on se demandait pourquoi du jour au lendemain justement tu ne pouvais plus parler et tout ça, et ça a été vraiment un parcours presque du combattant pour nous de comprendre ce que tu avais. Et effectivement le jour, je me rappellerai toujours du jour où la neurologue elle a dit en fait les résultats ils montrent que c'est sûrement un Guillain-Barré et que là en fait c'était vraiment un problème, une solution, parce qu'on savait qu'il y avait la plasmaphérèse et qu'à ce moment-là on allait être actif parce que c'était hyper, nous on te prenait, on savait pas ce que t'avais, on voyait ta famille qui était effondrée devant toi et on avait genre aucune réponse en fait à donner. Il dit ça en rigolant. Mais c'est un mécanisme de défense, alors on en reparlera après, là pour l'instant je rigole, je pense que je vais m'en faire le malin après. Quand tu dis faire les bilans c'est compliqué, pour l'anecdote, moi c'est mon plus gros bilan. Les bilans d'entrée justement de suspicion, ça. Non mais je crois que c'était quelque chose prise de sang, c'est 23 tubes. En fait un Guillain-Barré, il est pas tant diagnostiqué en tant c'est quoi, il est plutôt en tant qu'est-ce que c'est pas, et on vient fermer toutes les portes possibles. Et c'est ça, et oui tu vois il me manquait, c'était la petite pièce qui me manquait, en fait tu fais par élimination et c'est pour ça que ça prend du temps et que l'IRM apporte des réponses mais pas que. Et que de toute façon tu fais pas une IRM à l'aveugle donc voilà, mais qu'il avait fallu le temps d'éliminer tout le reste en fait. Et à partir du moment où on s'est dit que tout le reste est éliminé, et c'est là où on se dit, parce qu'on va pas te faire de la plasmaphérèse à l'aveugle, ça reste une technique où du coup tu l'as dit, on a dû te poser un cathéter de dialyse qui est un gros cathéter dans une grosse veine centrale, en l'occurrence en sous-clavière, et après on a dû débuter la plasmaphérèse, et c'est là du coup donc ça revient à la question du début que tu as prononcé tes premiers mots. Est-ce que tu te souviens de tes premiers mots que tu as prononcés? Si c'est de celle-là dont tu parles, c'est mon frère qui essaie de me masser la main. Ok. Et qui me demande si ça faisait du bien ou pas, et je lui dis non, ça me fait pas du bien. J'avais mal, mais ça me faisait plaisir qu'il soit là, donc j'ai dit tu peux continuer, c'est pas grave. Alors peut-être que moi j'ai loupé ces premiers mots-là, mais moi et là je me tourne vers la maman qui est hors caméra. Mais pour moi les premiers mots en tout cas que tu as prononcés et que j'étais là, c'était que tu demandais à allumer la télé pour ta maman. Et ça se trouve, ma maman ne s'en rappelle pas, vous vous en rappelez ? Oui, et moi je me rappellerai, alors ça franchement, parce que je sais pas si tu te rappelles de l'interne qui s'est beaucoup occupé de toi aussi, que j'ai recroisé, et on a reparlé de toi et je lui ai dit que t'allais venir sur le podcast, donc, pour te dire que tu as marqué vraiment le service. Et je me rappellerai toujours que de nous dire que les premiers mots, ça fait une semaine que t'as pas parlé, que t'es littéralement prisonnière de ton corps, et que les premiers mots que tu as prononcés, c'était pour le bien-être de ta maman. Ça, j'avoue que pour le coup, ça nous a tous fait fondre instantanément. Déjà qu'on était, c'est quand même rare qu'on ait quelqu'un pendant une semaine, on sait pas quoi faire, quoi.
En plus, t'étais une ado, tu devais passer le bac. Enfin, il y a toute l'émotion qui rentre dans le truc. Et les premiers mots que tu prononces, c'est pour ta maman. C'est rigolo que tu t'en rappelles pas de ça. Nous, on s'en rappelle bien, en tout cas. Et du coup, les premiers souvenirs, tu me dis donc ton frère qui te caresse la main et ça te fait pas du bien. C'est quoi tes premières vraies images, les premiers visages que t'as vus, comment t'as recommencé à voir et à te rendre compte que tu voyais surtout? Je sais pas, parce que je me suis rendu compte que j'étais de nouveau consciente avec le son. Parce que je voyais pas bien. Je sais pas si tu te souviens, j'avais un œil qui était caché et parce que j'arrivais même pas à voir correctement. Ah oui, et du coup on te cachait un œil. Ah oui, ça c'est des détails pour le coup que j'avais plus, tu vois. Du coup, je me souvenais des gens avec le son et l'odeur qu'ils avaient. Donc c'est ça les premiers souvenirs que j'ai. Ok, et les sons, tu repérais quoi comme son? C'est quoi les sons qui te sont revenus Les voix des gens, je savais quand c'était qui me parlait ou quand c'était toi, quand c'était... J'ai le droit de dire les noms des docteurs? Je biperais au cas où je leur demanderais. Docteur ou... les différents kinés, je savais que c'était pas la même personne au son. Et t'arrivais à les identifier, comme t'as réussi à trier les voix au final comme ferait quelqu'un qui a une cécité au début, quoi. Ok, et après les premières images, du coup, quand t'as pu revoir je crois que c'était mes parents, mais je m'en souviens pas très bien. C'est vraiment le son qui m'a... Le premier contact avec l'extérieur, c'était ça. Ok. Et... J'ai cru que t'allais dire un truc. Non, et les odeurs? C'est quoi les odeurs qui t'ont marqué? C'était les parfums. Les parfums des gens. Après, je sais que les soignants, en général, ils avaient pas trop d'odeur. Ils avaient pas trop de parfum. Mais sinon, c'était le parfum de ma mère, de mon père, de ma tante, que j'arrivais à différencier. Ok, c'est fou, t'as au final aiguisé des sens que tu utilisais pas forcément beaucoup avant. Et les bruits, parce que du coup, c'est bien, tu me parles des voix, mais il y avait un bruit, c'est bruyant. Oui, la réanimation. Et t'entendais quoi? C'était quoi les bruits Les bip, 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 ou la femme de ménage qui passait, ou quand elle me disait bonjour, au revoir, tout ça. C'était ça, les bruits. Et t'étais comment à ce moment-là? Parce que là, dans nos représentations, d'imaginer que parce que c'est ça, hein, t'étais prisonnière de ton corps, tu ressentais quoi à ce moment-là? Est-ce qu'il y a des moments où t'as cru que t'allais paniquer ou ce genre de choses? Non, j'arrive à être dans le déni de me dire ça va aller, tranquille. Tu t'es dit ça? Comment? Tout le long, tu t'es dit ça? À aucun moment parce que j'avais mes parents et je savais que j'étais avec eux, donc il pouvait pas m'arriver grand-chose. C'est beau. Mais on aurait dû mettre, en fait, on aurait dû faire venir maman sur le plateau, mais c'est vrai que pour le coup, j'ai été témoin du fait que ta famille était ultra présente, ton frère énormément aussi, qui était là tout le temps. Enfin, ça, c'est quelque chose qui m'a marqué, parce que pendant la semaine où on pouvait pas te parler à toi, on a énormément discuté avec tes parents pour le coup. C'est vrai que on savait que ça t'apporterait un soutien, et c'est chouette. Ouais, c'était cool. Je suis curieux de savoir un petit peu, tu dis que t'avais pas de contact visuel, mais tu vois, justement, c'est encore plus important, du coup, les sensations que tu as pu avoir. Moi, je vais me placer du côté soignant, et c'est une question que j'aime bien poser à mes patients après. C'était quoi les trucs que les soignants ont fait qui étaient vraiment... Ça, c'était vraiment génial. Et à l'inverse, il faudrait peut-être éviter de refaire par la suite. Tu vois ce que je veux dire un petit peu? Oui. Alors, je vais pas te mentir, je sais pas. Je sais pas. Parce que l'avantage, ce qui était bien, c'est que comme je voyais pas, j'entendais juste, il me parlait beaucoup. Attention, je vais faire ça, je touche ta jambe, je vais lever la jambe, on va te faire ça. Et ils expliquaient bien, ils réexpliquaient 2 fois s'il fallait. Et ça, c'était bien. Et même quand je voyais vraiment pas, que je pouvais pas bouger et tout ça, ils expliquaient vraiment, alors que peut-être qu'il n'y avait pas de retour de ma part, vous auriez pu vous dire, elle est pas consciente, on s'en fiche. Mais non, en fait, vous y alliez et tout, et c'était rassurant. J'étais bloquée dans mon corps, mais j'étais rassurée. Ça, c'est important. Bien joué. C'est quelque chose dont... Merci. Non, c'est quelque chose dont on parle en réanimation adulte ou autre. On a des patients qui sont plongés dans le coma, mais on sait, même si c'est médicamenteux, en fait, on sait pas vraiment. Il y a plein de patients qui se réveillent et qui nous disent, mais en fait, on entendait tout. Donc, en fait, ça, vraiment d'éviter les discussions entre soignants quand on fait des soins à la personne et d'ignorer la personne, c'est vrai que. Mais c'est vrai que je me rappelle, surtout à partir du moment. Alors, je dis pas qu'avant, on faisait pas bien, mais à partir du moment où on a su que c'était un Guillain-Barré et que du coup, potentiellement, t'entendais absolument tout et que t'étais présente, là, on a redoublé nos attentions parce que voilà. Et puis, on guettait.
on guettait aussi on cherchait une réaction de ta part aussi pour voir, parce qu'on guettait ce moment où t'allais Ça allait revenir, ça y est, on ouais, romance. oui. Et puis je te dis, la combinaison, je reviens là-dessus, j'insiste, hein, mais quand t'as prononcé tes premiers mots et que il y avait la combinaison de tu reprends la parole et en plus tu prononces ça, mais c'était fou, quoi. Donc ouais. Donc effectivement, et t'as pas de mauvais souvenirs, justement, comme disait Louis, de choses qu'on devrait éviter, justement, ou non, on a été parfait. Ah, ils ont été parfaits. Je recommande 5 étoiles sur le TripAdvisor. La réanimation de Necker. Ok, et tu l'as déjà dit à demi-mot, le rôle de ton entourage, ça a été une clé pour toi? Ouais. Ah ouais, j'ai jamais dormi une seule fois à l'hôpital toute seule. Il y avait toujours soit papa, soit maman ou ma tante. Et j'avais beaucoup de chance parce qu'il y avait beaucoup d'enfants aussi qui ils voyaient leurs parents une fois par semaine, et je trouvais ça hyper dur. Et moi j'avais cette chance d'avoir mes parents, donc non, franchement. Oui, c'est vrai qu'on avait souligné ça. Et du coup, ils sont toujours à Paris même. Enfin, c'était loin, où ils dormaient, ils faisaient les allers-retours avec chez toi et tout ça. Alors ils dormaient le soir avec moi dans la chambre d'hôpital, et du coup ils faisaient des rondes un peu. Oui, c'est ça. Donc ils s'organisaient comme ça, et voilà. Et non, bon, je pense que je peux finir. J'ai juste une dernière question. L'évolution, ça a été quoi ensuite, du coup, tu te rappelles quand t'as quitté l'hôpital? Au bout de combien de temps t'as quitté? Alors non, t'es allé en service de neuro, je crois, après la réa. J'ai fait réa, et après je suis allée à l'hôpital, le bâtiment à côté, je sais plus. Oui, ce que c'est ça, en Burger. Ok, je crois que bon, c'est ça. En service de neurologie. Oui, voilà, en service de neurologie. Oui, peut-être, je sais plus. Ok. Et en tout, t'as fait combien d'hospitalisation, de temps d'hospitalisation? À Necker, je crois que c'était 3 semaines. Non, on cherche le... Ah ouais, D'accord. c'est peut-être ça. Pour la rééducation, du coup, c'est ça? Ouais, voilà, Ok. le bouffement. Est-ce que tu te souviens quand t'es revenu nous voir Avec des chocolats, ouais, je me souviens. Ok. Dans la deuxième partie, je l'annonce, je le spoil, mais je te lirai la fin de la chronique que j'ai consacrée à toi, du coup. Et il y a ce moment que, du coup, donc, tu pars du service, donc tu vas en neuro, et je pense même tu rentres chez toi, et tu reviens, je sais plus combien de temps après, mais 1 ou 2 mois après. Oui, moi j'avais 1 mois dans la tête. Ouais, c'est ça, c'est ce que j'ai dit dans le livre, on en reparlera après. Et du coup, tu reviens, je raconte le moment pour que les personnes se rendent compte aussi, mais je me rappelle, j'étais, je crois, en réa à ce moment-là, et on nous dit, il y a Louisa qui est devant le service et qui voudrait vous voir avec, du coup, j'étais avec cet interne-là, l'interne qui s'était beaucoup occupé de toi, et du coup, on sort du service, et tu nous sautes littéralement dans les bras. Et je pense sincèrement que c'est un des plus beaux souvenirs que j'ai à l'hosto. Alors vraiment, c'était incroyable parce que c'était... En fait, il y avait eu toute cette absence de communication. On n'avait pas pu énormément parler, donc on parlait beaucoup, mais on n'avait pas de retour de ta part. On a eu des retours beaucoup sur la fin. Et en fait, genre, j'ai vraiment eu la sensation que tu nous transmettais tout. Les remerciements que tu avais à travers ce truc-là, quoi. C'était incroyable. Et je me rappelle où on pleurait tous les deux, enfin tout le monde pleurait parce que ta maman pleurait aussi, je me rappelle très bien de cette rencontre, et c'était ça que tu voulais nous faire passer, tu vois, c'est une question que j'ai toujours voulu te poser, c'était une façon de nous remercier de dire ça. C'était le minimum par rapport à tout ce qui s'était passé. Bah alors, en tout cas tu l'as très bien transmis dans ce moment-là, et franchement c'était incroyable. Donc tu garderas pas qu'un mauvais souvenir de ton passage en réanimation? Ah non, pas du tout. Pas du tout. On va pas dire que c'était un moment agréable pour autant, mais... Je crois que je suis bien tombée. C'est vrai? Ouais. En vrai, je pense que l'avantage de Paris, on va le dire aussi, c'est pas pour minimiser ni quoi que ce soit, mais le fait d'avoir des réanimations qui sont spécialisées, d'avoir des médecins, des neurologues comme il y a à Necker, ça fait énormément de choses. Ça accélère pour le diagnostic, etc. Après, on est tellement habitué. En fait, je dis pas que t'as été privilégié, mais je pense que tu sortais de ce qu'on a... Je pense vraiment que t'as marqué... Tu te rends peut-être pas compte à quel point t'as marqué le service. Hein. À ce moment-là Ça faisait 3 ans que je lui avais pas parlé. Je lui ai dit, tu te souviens de Louisa? Elle me fait bien évidemment, celle qui avait le Guillain-Barré et qui nous a sauté dans les bras en revenant, tu vois. Alors qu'on on a vu des dizaines et des dizaines d'enfants. Mais vraiment, ton histoire, elle a même des personnes qui ne sont pas occupées de toi se rappellent de toi, parce qu'il y avait ce côté, tu dois passer ton bac, il se passe rien. On est habitué comme les enfants en réa qui ont des pathologies, c'est quand même rare du jour au lendemain, et ça arrive sur des enfants jeunes où il arrive un drame d'un coup. Sur des ados, c'est quand même extrêmement rare.
Et en plus, nous, on fait pas de tout ce qui est traumatisme. Donc, nous, on n'est pas habitué à avoir des ados, tu vois. Et le fait de... Vraiment, t'as marqué le service. Donc, voilà. On tourne la roue. On tourne la roue, tu veux un mouchoir Non, c'est bon, t'inquiète. Pas de bol, ça va retirer. L'arbre, c'est la... L'herbe, c'est la lettre. Ok, vas-y. Ah, toi, une chance sur deux. En sachant que de toute façon, tout va y passer, donc. Oui, c'est ça. Allez, c'est pas la lettre, c'est le dernier. Là, on a parlé de l'avant un peu et de comment ça s'est passé. On a parlé de l'hospitalisation. Maintenant, on va parler un peu de ta vie maintenant. Ça a été quoi les suites ? T'as quoi comme suivi ? T'as eu quoi comme suivi quelle est la place aujourd'hui de cet épisode dans ta vie en termes de suivi, etc., médical ? Il n'y a pas tellement de suivi. J'ai été en fait en background de tout ça, j'ai ma pédiatre qui a beaucoup suivi et appelé maman pour avoir des nouvelles. Mais sinon, j'ai pas tellement... Je suis allée voir après beaucoup de médecins pour savoir si tout allait bien, partout. Mais après, c'est tout à fait normal. Donc là, t'as plus du tout de suivi de routine par rapport à ça ? Non. Parce que quand tu disais tout à l'heure, là, au tout début, que ça avait quand même gardé une place dans ta vie, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que de temps en temps, tu te poses la question, ou de temps en temps, tu y repenses, ou juste... Ouais, c'est quelque chose qui a pas choqué, mais qui a une grande place dans la famille. Tout le monde a été touché par ça. Et ça a touché tout le monde dans la famille. Donc, ça a une grande place. Et après, même si on n'en parle pas tout le temps, si on n'en parle pas souvent, quand on en parle, il y a quand même pas mal d'émotions à la maison. Et voilà. Et j'ai toujours une petite cicatrice à cause du cathéter. Donc, à chaque fois que je me regarde dans la glace, ça me rappelle Necker. Ok. Donc, tu dirais... Alors, tu me parles juste de la sphère familiale. Tu dirais qu'il y a un avant-après dans ta sphère familiale. Ouais. Qu'est-ce que ça a changé du coup non On est encore plus proches. On était proches avant, mais encore plus fort. Ça se voyait que vous étiez proches, même avec ton frère, cette relation que vous avez, elle est incroyable. Mais ouais, encore plus du coup. Ouais. Ok. Et t'as eu, on parle de suivi médical, mais est-ce que, bon, tu m'en as parlé à demi-mot, mais je repose la question quand même, est-ce que t'as eu un suivi psychologique pour ça ? Je suis allée voir un peu la psy. Mais enfin un petit peu. Et je me rappelle de la psy de Anne Necker. Elle m'avait bien aidée et elle avait surtout beaucoup aidé la famille. Oui. Je me rappelle, elle parlait beaucoup avec. Et mais ça, enfin un petit peu la psy et sinon ça. Et sinon aujourd'hui, oui, tu ressens pas le besoin Non, j'ai fait la paix avec tout ça, je suis plus énervée, tout va bien. C'est ce que tu me dis parce que je précise, avant de t'inviter sur ce podcast, j'ai mis des garde-fous de fou. Mais non, mais pour être sûr que t'étais prête à en parler, de voir, parce que sinon ce que je dis quand Louis me demande est-ce que t'invites souvent des patients, non, j'invite pas souvent des patients parce que c'est hyper délicat. Mais encore une fois, ton histoire est tellement atypique qu'elle mérite tellement d'être racontée mais il fallait être sûr que t'aies fait la paix avec ça avant, quoi. C'est tant mieux, enfin, j'ai envie de dire, de toute façon, la façon dont t'en parles, ça se voit, c'est évident que... Ok, surtout, c'est même pas du déni. Alors, peut-être que sur le coup, c'était du déni. Oui, tu le dis, hein. Mais là, c'est clair, en fait, elle est partie de l'histoire de vie, bon, puis... c'est comme ça, faut avancer, c'est pas... Mais ça te restera en rien, enfin, j'en sais rien, je te connais pas, mais... je me permets pas, mais... Je veux dire, aujourd'hui, ça te restera en rien dans... Non, enfin, après, il y a toujours... je suis toujours un peu fatiguée et tout ça, c'est toujours quelque chose que je traîne avec moi, mais sinon il n'y a pas tellement, sinon ça va. Mais tu gardes des séquelles, c'était la question, c'était peut-être la question sous-jacente aussi, mais tu gardes des séquelles autres, donc la fatigue. La fatigue, oui, et du coup il faut faire attention aux vaccins et tout ça que je dois faire. Voilà, mais sinon ça va. Et tu dois faire quoi par rapport aux vaccins ? C'est-à-dire tu dois bien être à jour ou tu dois faire... il y a certains types de vaccins que tu peux pas faire ? Moi on m'a dit que si je dois faire un vaccin par exemple pour aller à l'étranger, faut mieux que je le fasse 6 mois avant pour être sûr que je réagis bien, plutôt que de faire le vaccin, partir à l'étranger et me rendre compte que je refais une crise ou que ça revient. Parce qu'en fait, il y a plusieurs types de vaccins possibles. Et en fait, sur les vaccins où c'est des maladies atténuées, ça va déclencher ton système immunitaire. Enfin, ça déclenche le système immunitaire. Et donc, potentiellement, c'est pour ça qu'on posait la question au début, il n'y a pas eu un petit virus avant, un petit quelque chose ? Oui. Parce que là, en fait, effectivement, si on s'amuse à te déclencher le système immunitaire, et qui décide à ce moment-là de remettre une couche, pas terrible si t'es parti faire une rando en pleine Amazonie. c'est pas mal parce que il y a aussi la chance d'avoir été à Paris au moment où c'était arrivé. Enfin, c'est là où, je veux dire, en campagne, t'aurais été pris en charge, mais il y aurait eu des délais plus longs. Alors, je dis Paris ou grande métropole, quoi. C'est vraiment...
Petit détail pour éviter que les anti-vax se servent de notre vidéo, les vaccins ne sont pas responsables de... Non mais c'est vrai, c'est important. Parce qu'il y a encore des théories sur la sclérose en plaques et qui est aussi une réaction auto-immune d'ailleurs. C'est que c'est pas le vaccin lui-même, ça peut être le virus ou ça peut être la réaction virale. C'est la réaction virale provoquée par le vaccin qui peut être un déclencheur, mais à même titre qu'un rhume. Hein. Donc ça, je le reprécise en regardant la caméra. Non, le Guillain-Barré n'est pas pourvoyeur. Le vaccin n'est pas spécialement pourvoyeur de Guillain-Barré. J'ai pas eu de vaccin en plus dans l'année même autour du Guillain-Barré, j'ai pas eu de vaccin donc. Et par contre, tu as eu des vaccins depuis Du coup, pour le vaccin du Covid, ça c'était un peu problématique. Les médecins avaient un peu peur, mais j'ai fini par le faire et ça s'est bien passé. Donc voilà. Ouais. Et t'as jamais eu de rechute de toute façon, de signes. Ok. Et question qui me vient et que j'avais pas pensé à poser, mais est-ce que tu dirais que t'es un peu plus. Je cherche un peu plus vigilante sur toi-même ou des signes sans devenir forcément hypocondriaque, mais est-ce qu'il y a des fois où tu te fais un peu peur toute seule, où tu je sais pas comment formuler. Est-ce que quand tu dors sur ton bras et qu'il est tout goût? Oui. C'est exactement ça. Ouais, merci. C'est vrai, là tu peux. Ouais, là je regarde 5 minutes si ça passe pas, mais ça passe tout le temps donc c'est bon, ça va. Donc c'est bien, t'arrives aussi à te raisonner. C'est fou quand t'arrives à te calmer en disant non, tout va aller bien. Ça va aller. C'est vraiment ton credo de A à Z. Ok. Et tu dirais que ça a changé des choses chez toi sur ta personne, sur ta vision de la vie. Moi, je sais que t'étais très jeune, mais 17 ans, on commence à se projeter dans l'avenir, etc. Est-ce que tu dirais que ça a changé des choses dans ta personnalité ou ce genre de choses? Ça t'a renforcé ou Oui, c'est sûr. Puis t'apprends à moins te plaindre, à dire que c'est pas grave. Quand il y a la vie, il y a l'espoir, quoi. C'est pas grave. Quand ça va, ça va. Tant qu'il y a les parents qui sont à côté. Ouais, voilà. Donc tu dirais plus que ça t'a redonné encore plus d'espoir dans la vie et que ça t'a fait relativiser. Ouais, relativiser, ouais. De dire qu'il y a pire de toute façon. Okay. Il faut pas trop se plaindre. Et tu veux faire quoi plus tard dans la vie? Parce que donc, du coup, on l'a dit en introduction, tu as fait du droit et tu es maintenant en licence, tu as commencé une licence de géographie. Tu as envie de faire quoi Je sais pas trop encore. Tu sais pas encore trop. Okay. En tout cas, tu n'as aucune limite qui est liée au... Ouais. Non, ça, non. J'ai hâte de voir la fin. Je sais qu'on a gardé le meilleur pour la fin, on a vraiment gardé quelque chose d'hyper intense. On va voir un petit peu... Putain, si intense en vrai. C'est juste premièrement là il n'y a plus besoin de refaire tourner la roue, mais par contre... Parle pour toi, c'est pas intense. Alors, je vais juste te lire l'extrait du coup de la chronique qui était dédiée dans mon livre. Je vais te lire la fin. Du coup le titre de la chronique déjà, ce qui est important, bon je l'ai dit en intro, c'est le phénix qui renaît de ses cendres. Et ça, alors, figure-toi que c'est la chronique que j'avais même avant pour écrire ce bouquin, où du coup, je pitch vite fait le bouquin, je raconte des chroniques de ce que j'ai vécu pendant les 7 ans, que ce soit aux urgences, en réanimation ou maintenant au SAMU. Et j'en profite à chaque fois pour donner des conseils à la fin pour éviter la situation. Et en l'occurrence, on est venu me chercher pour écrire ce bouquin-là, mais avant, j'avais déjà envie d'écrire des choses et j'avais noté, il y a 2 histoires que j'ai écrites sur l'hôpital. Il y a la tienne et le titre c'était déjà un phénix qui renaît de ses cendres, donc voilà. Et là-dedans j'en profite pour parler aussi du Guillain-Barré. Est-ce que tu te rappelles aussi de la phrase, je la lis en voyant ça, mais est-ce que tu m'as dit un jour, je suis arrivé un matin et je t'ai dit, t'es déjà réveillé? Et tu m'as dit, oui, je crois que j'ai déjà assez dormi ces derniers jours. ça me dit quelque chose. C'est vraiment un exemple type de, tu viens de passer 2 semaines à lutter, machin, et t'arrives à faire de l'humour. Alors même moi, je marchais sur des hommes en même temps, mais voilà. Alors, je commence où? Je vais commencer là. Touk. Alors, les prénoms sont changés aussi, hein. Tu t'appelles Sonia dans la chronique. Ah, ok, d'accord. Je m'appelle Gabriel et maintenant, en fait, avant, on n'en avait pas parlé, c'était déjà parti, donc j'ai tout anonymisé. Donc, Sonia, c'est toi, Gabriel, c'est l'interne. Chaque séance qui suivra aura des effets sur Sonia que des non-professionnels pourraient qualifier de miraculeux. Le samedi, la kiné la fera se tenir debout pour la première fois en 1 semaine. Le dimanche, elle fera ses premiers pas. 1 semaine plus tard, elle sera transférée en service de neurologie, ayant quasiment retrouvé la totalité de ses fonctions cognitives et motrices. Le calme relatif du service ce week-end-là me permettra, avec l'interne Gabriel, de passer beaucoup de temps à discuter avec Sonia et ses proches, parce que c'est vrai que c'est le week-end, je pense, où j'avais le plus discuté avec toi, parce qu'en plus, t'avais vraiment retrouvé une... Je me rappelle, au début, tu disais des mots, ça on l'a pas dit, mais au début, t'arrivais à faire des mots, mais qui étaient hachés un petit peu, avant que tu retrouves complètement la parole, et je pense que ça s'est amélioré après.
Sonia, je la vois comme le phénix qui renaît de ses cendres, réduite à moins que rien, une âme enfermée dans une coquille du jour au lendemain, incapable de bouger ni de parler. Tu vois, ça va être terrible. Attends, je me fais... En lisant mes propres trucs. Même si le retour à la normale aura pris du temps, elle aura abattu une à une avec énormément de courage chaque barrière qui la séparait de son état basal. Voilà. 2 mois plus tard, tu vois, je m'étais pas trompé, je pense que c'était 1 mois plus tard, mais voilà. Jérémy, Sonia est devant la porte. Gabriel arrive en marchant d'un pas vif vers moi, donc l'interne. Viens si tu veux qu'on lui dise bonjour. Je lâche les feuilles que j'ai dans les mains, je demande à ma binôme si je peux lui confier 5 minutes les enfants dont je m'occupe, et je suis Gabriel vers la sortie du service. Pause. À peine sortie, je vois Sonia debout sur ses 2 jambes rayonnantes, entourée de ses 2 parents qui nous sourient immédiatement en nous voyant. J'ouvre la bouche pour les saluer, mais j'ai pas le temps de prononcer un mot. Sonia se précipite sur moi et me serre dans ses bras. L'étreinte est réalisée avec tellement de force et de spontanéité que je comprends que c'est la manière pour Sonia de me transmettre toute la reconnaissance qu'elle a envers nous. Je croise le regard de Gabrielle quand Sonia la prend elle aussi dans ses bras. Ses yeux remplis de larmes font couler les miennes comme si elle n'attendait que ce signe pour ruisseler sur mon visage. Les parents pleurent aussi en souriant. Je leur souris à mon tour, incapable de prononcer le moindre mot. J'aime ce métier. Voilà. Et ce qui est très drôle, parce que tout le monde me dit comment tu fais pour travailler en réa pédiatrique, c'est hyper dur et tout. J'ai dit ouais, mais c'est hyper dur, mais il y a des prises en charge qui sont tellement magnifiques que ça contrebalance, tu vois. Et vraiment, c'est pour ça aussi que je voulais t'inviter sur ce podcast, parce que t'as fait partie intégrante de mes souvenirs magnifiques en réa, parce que c'est une belle histoire au final quand on regarde la renaissance de zéro, c'est... Voilà. Donc j'espère que t'apprécieras cette chronique aussi que je t'ai dédiée dans mon bouquin. Je suis sûre. C'est vrai. Très très chouette. Félicitations d'être arrivé jusqu'au bout. Putain, je savais que je me mettais en difficulté vraiment. Déjà en l'écrivant, c'était dur. Mais alors c'est con, tu te dis, bah c'est juste beau quoi. Mais c'était intense. Ouais. C'était intense comme ça. Bah écoute, on va conclure là-dessus sur ce... Yes. Merci d'avoir... Merci beaucoup d'être venu. D'avoir accepté. Bah c'est gentil, merci. À vous. C'était hyper intéressant. Ouais. Moi, ça m'a replongé des années en arrière. Et puis surtout le fait... c'est une pathologie qui est très particulière, le fait que ça se finisse bien. Là, on te voit aujourd'hui, je pète le feu, bah, c'est tellement bien. Quoi. Ouais. Mais on te voyait déjà comme ça à la fin de la prise en charge, c'est ce que je dis, rayonnante. Genre vraiment, c'est à partir du moment où t'as pu rebouger ton visage, t'as souri, quoi. C'était ton expression. Genre, on voyait vraiment que t'avais déjà une force de vie. Faut pas oublier que t'avais 17 ans, hein, c'est ça, du coup, à ce moment-là. T'avais déjà une joie de vivre qui était incroyable, quoi. Donc, je suis trop content de pouvoir partager ça aussi et que ton histoire, elle puisse être racontée, parce que aussi le syndrome de Guillain-Barré, on n'en parle pas énormément, c'est un truc qui est un peu méconnu et je pense qu'elle a toute sa place aussi sur les médias pour qu'on parle un peu de cette pathologie, qu'on la comprenne mieux aussi, tout simplement. Donc merci à toi d'être venu. Bah merci de m'avoir invité.